Bonsoir Patrick, bonsoir Hugo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme vous le savez, cette année, le festival se fait en ligne et les salles sont fermées. Donc, normalement, il n'y a personne dans la salle avec nous. Et pourtant, comme on sait que le film a fait peu de séances avec du public, depuis Berlin l'année dernière, où il avait fait sa première mondiale, on a voulu vous faire un petit cadeau. Et on a invité 4 spectateurs du festival à venir partager l'expérience du film avec nous et à converser avec vous comme on le fait habituellement après les séances pendant le festival. Alors avant de leur laisser la parole, quand même, je voudrais, Patrick, te poser une toute première question au sujet de la jeunesse du film, parce que tu fais cette interview de ta grand-mère en 1994, et pourquoi si tard? Pourquoi 94? Qu'est-ce qui te décide à faire cette interview à ce moment-là? Alors d'abord, merci Catherine de nous permettre de nous réinviter, de nous permettre de enfin montrer le film. Les occasions de le montrer sont très rares et l'occasion d'être dans une salle de cinéma encore plus. Donc merci beaucoup pour ça. 94, je me raconte aujourd'hui, puisque c'est quand même 25 ans plus tard, qu'en 94, mes enfants, Hugo a 6 ans, son frère Théo a 4 ans, ma grand-mère a déjà 84 ans, je ne sais pas combien de temps elle va être encore là, combien de temps elle va pouvoir parler avec sa faconde, avec ses mots, et qu'elle ne va pas diminuer. Donc il est l'heure de laisser une trace, vraiment. Et ça m'a paru être le moment, la trace étant de pouvoir montrer ce film, ou en tout cas ces images, le témoignage de ma grand-mère, à Hugo et à Théo. Par ailleurs, je venais de produire 2 ans plus tôt un documentaire de Pierre-Oscar Lévy qui s'appelait Premier Convoi, qui était le témoignage des rescapés du premier convoi de Juifs de France déportés à Auschwitz, le convoi du 28 mars 42. Et c'était un film très important pour moi comme producteur. Et je suppose que ça m'a donné cet élan de me dire que moi aussi, après tout, j'ai un témoin très très proche de moi et que je ne peux pas ne pas l'enregistrer. Et alors du coup, autre question de la jeunesse du film, puisque c'est un film en plusieurs couches, qu'est-ce qui te décide, 25 ans plus tard, de récupérer cette interview et d'en décider d'en faire un film et de décider de faire ce film avec ton fils? Entre 94 et 2018, donc j'avais l'impression que le travail s'était fait. Après tout, le témoignage de ma grand-mère existait, les enfants pouvaient le voir comme ils voulaient, il y avait 10 heures de rush. Mais en fait, personne ne regarde 10 heures de rush. C'est trop long. En plus, évidemment, c'est redondant. Il y a des passages très intéressants, d'autres moins. Enfin bref, ça reste sur une étagère. Et en fait, c'est ma femme Alice qui, en 2018, m'a convaincu de monter ce film, d'en faire quelque chose qui soit plus facilement regardable, qui puisse se transmettre et non pas simplement des heures et des heures de rush. Et c'est elle qui m'a donné cet élan-là, qui m'a dit: tu vas certainement en plus découvrir des choses, redécouvrir des choses que tu as peut-être oubliées en 25 ans ou même que tu vas aller creuser en montant le film. Sur quoi elle avait absolument raison. Et je crois que la bonne idée, c'était d'appeler Hugo, de proposer à Hugo de le faire, parce qu'on a fait le film ensemble et ça participe beaucoup de l'extraordinaire moment fort qu'on a eu ensemble pendant plus d'1 an sur ce montage. Et donc Hugo, toi, comment tu as vu ces images? Est-ce que c'était des images que tu connaissais depuis toujours, puisqu'elles avaient été tournées quand tu avais 6 ans? Est-ce que c'était des images que tu découvrais? Et comment tu les as accueillies? Alors, je connaissais évidemment l'existence de ces images. J'avais vu simplement une partie, le début de sa vie. Patrick avait fait numériser les bandes, et donc c'était passé de support en support. Moi, je me souviens que vers 18-20 ans, j'ai dû les avoir dans les mains une première fois. C'est donc qui était 7 ou 8 DVD différents, comme ça, étape par étape de sa vie.
Et je me souviens qu'avec mes cousins, mon frère et mes cousins, on s'est mis tous chez moi, et puis on a mis les DVD un par un. Et puis au fur et à mesure, chacun s'en allait, et puis allait décider de revoir ça plus tard ou pas. Je crois qu'il y a seulement mon cousin David qui a tout regardé d'une traite. Moi, j'avais simplement vu, je pense, les 2 premiers DVD, ce qui devait représenter les 2 premières heures. Donc on arrivait à peine à son arrivée en France au début des années 30. La manière dont ensuite ça s'est passé, en effet, c'était un peu... Il y avait une évidence entre Patrick et moi par rapport à ça, à partir du moment... Au départ, c'était pas du tout un film, on visait pas du tout d'en faire un film, c'était vraiment, comme le disait Patrick, rendre la chose un peu plus digeste et pouvoir en faire un montage de 2 heures. Et comme moi, je fais beaucoup de montage, il y avait une évidence entre nous, c'était beaucoup plus simple de le faire en famille et beaucoup plus agréable en plus. Et après... il a d'abord fallu le regarder 2-3 fois entièrement les rushs avant de pouvoir s'imaginer faire quoi que ce soit avec. Déjà la découverte était... il y avait une double découverte parce qu'il y avait l'objectif de devoir en faire quelque chose de plus digeste, et en même temps la découverte pure et dure de la vie de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, et de ce rapport entre elle et son petit-fils, quoi, qu'on découvre dans les rushs. Est-ce que vous avez une intervention, une première question à poser à Patrick et à Hugo? Oui. Moi, je démarrerais bien. Je vous ferai une première scène de ménage. C'est que finalement, on est rentré au sein de votre famille, et du coup, c'est une espèce de truc universel. Et du coup, on regarde ça avec une espèce de... comment je pourrais dire, oui, presque de reproche de ne pas être rentré dans cette intimité-là et de prendre la claque qu'on prend quand on regarde votre film et de ne pas pu l'avoir fait avant. Et que même moi, mais peut-être c'était un peu hallucinatoire, j'avais le sentiment que vous étiez tous les deux présents sur le tournage et sur les interviews. Et vraiment, on sentait une espèce de cette présence-là et ces échanges entre le fils, le petit-fils et la mère. Voilà. C'est un premier témoignage plus qu'une question. Merci. En fait, je me souviens plus exactement ce que j'ai dit à ma grand-mère pour la convaincre. Je me souviens pas d'avoir eu besoin de la convaincre. C'est-à-dire, je me souviens que c'était l'heure pour elle aussi. Enfin, c'était l'heure, c'était l'occasion. Elle était partante. Elle a pas eu besoin. Elle m'a pas dit, mais tu crois vraiment? Mais franchement, ça va intéresser personne. J'ai rien à dire. Il y a rien eu de ça. C'est né d'une relation très forte que j'ai avec elle depuis, évidemment, bien en dehors du film et depuis bien longtemps. J'ai habité chez elle, même enfant, pendant quelques mois. Je l'adorais, elle m'adorait. Enfin, il y avait une relation très forte qui existait entre nous. Je crois qu'elle se sent un peu, d'ailleurs, dans le film, elle se sent par la confiance qu'elle m'accorde à me dire tout ça et à me relancer. On voit bien que ça participe vraiment du film, cette relation-là. Je pense que si quelqu'un l'extérieur à la famille était venu l'interroger, ça n'aurait pas donné la même chose, certainement. Donc effectivement, cette intimité-là... bon, par ailleurs, elle connaissait bien Hugo. Ma grand-mère est morte en 2010. Donc en 2010, Hugo, il a 22 ans. Donc Maria connaissait très très bien Hugo, adorait Hugo, et réciproquement. Donc effectivement, il y a quelque chose à 3 là-dedans qui nous unit, même si Hugo n'était pas dans la pièce ce jour-là. Je pense effectivement que vous avez raison, il y était. Puis je peux même aller, simplement pour dire, même aller plus loin, ça a été évidemment une collaboration entre Patrick et moi, mais ça s'est même élargi dans la famille. Alice, donc la femme de Patrick, ma belle-mère, est presque à l'origine du projet en ayant insisté. La mère de Patrick, Simone, dont on parle beaucoup, la fille de Golda, Maria, nous a fourni toutes les photos. Il y a eu beaucoup de recherches aussi autour du film en marge du montage pour comprendre un peu mieux ce qu'elle disait entre les lignes. Mon frère Théo aussi a beaucoup participé. Voilà, ça a été collectif aussi de ce point de vue-là. Je ne sais pas si on peut le ressentir dans le film, mais en tout cas, je voulais le préciser parce que c'est important, je pense.
Oui, c'est vrai qu'il y a un côté film de famille quand même, qui est pas tellement dans le sens entre nous, mais dans le sens quelque chose qui se déroule d'une histoire de famille qu'on doit faire passer aux autres, quoi. Et mon grand-père qui est à côté, qui est là, enfin je pense que vous l'avez vu dès le départ, puisqu'on voit que sa main, ma grand-mère repousse sa main, et puis à la fin, où il rentre enfin dans la lumière du film. Il n'était pas là pendant les 3 jours, il n'a pas été là tout le temps. Il était là au début, et il était là à la fin. Je me souviens plus qu'il était là pendant il était déjà très fatigué et malade, et il parlait plus beaucoup, mais sa présence était importante aussi. J'ajoute simplement une chose, parce qu'il va m'en vouloir si je le cite pas. Parmi les gens de la famille qui ont participé au film, il y a quand même Noé, le plus petit de mes petits frères, qui a donc 12 ans et qui a fait le morceau de clarinette du générique de fin du film. Si je le dis pas, ça va pas le faire. Et le Donna. Tu voulais dire quelque chose? Oui, bah déjà, c'est un film vraiment magnifique et qui est à la fois qui est très, entre guillemets, simple dans le dispositif, mais en même temps qui est hyper abordable, je trouve. Et dans cette relation avec votre grand-mère et la façon dont elle s'incarne toute seule, et elle a une magnifique présence. Et ce qui m'a vraiment étonné, parce que bon, quand on nous présente ces événements-là à l'école, au lycée, etc., c'est quelque chose de très de passage très brusque dans l'histoire, et on se rend vraiment compte face à son témoignage que des choses qui peuvent paraître anodines, notamment quand elle parle la première fois que Hitler a des votes aux élections, on se rend compte qu'il y a des signes partout de certains sens de l'histoire qui peuvent s'avérer très très graves après. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'était pour moi une des questions importantes. C'était ma grand-mère a aimé vivre en Allemagne. Ma grand-mère a vécu en Allemagne, elle le dit dans le film. Des années extrêmement heureuses. Quand elle est arrivée en Allemagne enfant, elle est partie ensuite en 1930, donc elle avait 20, c'était déjà cette fois une femme adulte. Donc ton adolescence a été à Berlin après la guerre, c'était des années extrêmement heureuses. Et donc ce rapport avec l'Allemagne, avant, après, etc., ça faisait partie pour moi des mystères, des questions importantes de comment on vit ça. De toute façon, tout le film était quand même tourné. La question qui me taraudait depuis le début, c'était, on est en 45, tu as 38, 36 ans, tu reviens des camps de la mort, tu as perdu un fils, tu as perdu d'autres membres de ta famille, et tu vas vivre, et il faut vivre. Et tu vas avoir d'autres enfants, et tu vas avoir une vie. Comment on fait? Où est-ce qu'on trouve la force de vivre? Et en fait, elle donne une réponse qui est une réponse très simple et absolument extraordinaire, enfin je trouve, qui sur le rapport aux enfants, sur l'image des bonbons, quoi. Enfin moi je me souviens vraiment d'avoir eu des frissons quand elle a parlé de ça, quoi. Oui. Non, moi je me demandais, déjà merci pour ce film, d'avoir décidé de le partager, et je me demandais surtout, pendant les 3 jours où vous avez filmé, il me semble que le 2e jour vous n'avez pas filmé, quand la caméra a été allumée, est-ce que vous avez filmé d'une traite? Est-ce qu'il y a eu des interruptions? Si oui, pourquoi? Comment elle a vécu cet enregistrement de sa mémoire? Alors, si je me souviens bien, on a tourné 2 jours, puis un jour sans, et le 3e jour, qui était en fait le 4e, disons. C'est ça. Je me souviens plus exactement pourquoi il n'y a pas eu d'enregistrement le 3e jour. Est-ce que c'était dû à sa fatigue? Est-ce que c'était dû à un empêchement de l'un ou de l'autre? Je ne me souviens plus vraiment. Attends, je sais qu'elle était fatiguée après, mais on a filmé d'une traite, j'ai jamais coupé. Enfin, sauf peut-être pour un changement de batterie ou un changement de cassette de la caméra. Donc quelques secondes, vraiment, pour des raisons vraiment techniques, mais sinon on n'a pas fait d'interruption. Par contre, je me souviens qu'à la fin du 4e jour, donc, elle était vraiment très, très, très fatiguée. Très fatiguée. Fatiguée, évidemment, émotionnellement fatiguée. Oui, parce que de toute façon, on la voit reprendre toute sa vie, du début jusqu'à la fin. Et effectivement, à la fin, et on sent qu'elle revit ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire que c'est une expérience pour elle qui est très, très forte. Raconter quelque chose. En plus, on a vraiment cette impression que c'est raconté pour la première fois. Et du coup, elle le revit.
Alors ça, c'est Hugo qui m'a fait remarquer ça. Quand on regarde les rushs, les 10 heures de rush, c'est le travail de la mémoire. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que ce soit la première fois qu'elle raconte ça, parce que entre elle, avec ses amis rescapés, même peut-être à d'autres membres de la famille, elle avait déjà raconté. Hors micro, évidemment, et dans un contexte plus privé. Mais là, c'est très frappant, et là, Hugo, tu peux en parler, parce que c'est vraiment toi qui a mis le doigt dessus, comment le travail de la mémoire, comment est-ce que elle ne se souvient plus, comment, plusieurs fois dans le film, elle dit d'ailleurs, ça m'a ouvert la tête. Hein, c'est ça. Ça m'a ouvert la tête. Non, il y a un exercice qui se passe, qu'on peut constater pendant les 10 heures, pendant les 3 jours de tournage, où elle revient sur des choses, et puis il y a des détails qui reviennent, et puis il y a des choses immenses comme ça qui sont perdus dans les limbes, comme le prénom de son frère, mais il y a le détail des bonbons qui va revenir, ou d'autres choses, et on voit tout ça se décanter au fur et à mesure et prendre à chaque fois des virages différents pendant les 10 heures d'interview. Et au montage, avant de se lancer, en réfléchissant un peu à la structure que pouvait prendre le film, parce que c'était quand même assez décousu. Là, le film, j'ose espérer, il se tient narrativement, mais c'était quand même assez décousu par moments dans les rushs. Et il y avait, on avait beaucoup discuté de ça avant d'attaquer le montage avec Patrick, justement autour de cette réflexion qui était, est-ce qu'on fait un film sur la mémoire ou est-ce qu'on fait un film sur elle ? Trajet d'une vie. Voilà, c'est ça. Est-ce que ce qu'on a sous nos yeux raconte tout autant ce que peut être l'exercice de la mémoire, au sens presque recherche du terme, anthropologique, comme ça, on observe et on voit ce qui se passe. Donc il y a plein de moments qu'on aurait pu mettre dans le film dans ce but-là, dans cette optique-là, et puis finalement on a opté pour un film récit, quoi. On a opté pour quelque chose de plus narratif. Et première, je peux dire merci pour cette film. Et vraiment, c'est magnifique. Je ne comprends pas tout, mais j'ai vu au matin avec Philippe à la maison. C'est très, très beau. Et je l'adore quelque chose dans la maman, le souvenir. Parce que j'ai demandé lui aussi. J'ai dit, cette place, c'est très beau. Comment elle comprend tout ça, parce qu'elle est déjà vieux, mais elle comprend chaque taille, chaque endroit, chaque taille, et touche-moi vraiment, et fait-moi penser aussi de mon passé. Et je l'ai dit lui que histoire c'est histoire, et vraie histoire c'est réel, parce qu'il n'y a pas personne qui n'a jamais changé l'histoire. Et donc, tout ce que je l'ai dit pour nous aujourd'hui, merci pour inviter moi. Tu as vu cette Discovery de nos films aujourd'hui seulement. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on voit cette histoire qui se déroule et surtout, comme vous le dites, sur la manière dont la mémoire se remet en place et se remet en chemin, avec des éclairs aussi, la manière dont tout d'un coup son regard s'éclaire pour raconter quelque chose, où elle dit oh, ça c'était très beau, et ce qu'elle raconte c'est une chose qui est un peu même effrayante. Par exemple, les gens nous faisaient coucou quand nous étions dans le train, et elle voit la vie. Et je crois que, Patrick, quand tu dis qu'est-ce qui l'a fait recommencer, c'est que cette femme, c'était une femme qui voyait la vie partout. Elle dit, la vie, regardez, ça, c'était formidable. Ou comment elle raconte comment c'était formidable de faire semblant de faire la cuisine et de trouver dans une expérience d'une très grande dureté de la vie, de la bienveillance et du désir de vivre. Et ça se voit d'une manière extrêmement forte dans le film. Oui, bien sûr, et ça correspond absolument à tous les souvenirs que j'ai d'elle, enfant, adolescent, adulte, ou que Hugo peut avoir quand on est dans la famille. C'était effectivement cet amour de la vie, cette bienveillance, cette bonté, bien sûr, oui. Une autre intervention, une question encore ? Oui, une petite question. C'était dans votre travail pour faire ce film, c'était savoir ce que ça avait pu vous apporter de revoir tous ces rushs-là avec
quelqu'un de votre famille qui connaissait Maria, mais qui n'avait pas vécu ce moment-là directement? Je laisserai Hugo dire de son côté. C'était un moment très très fort. On a passé des journées entières ensemble. Hugo, il est adulte, maintenant il est grand. C'est un privilège en fait pour un père et un fils de pouvoir passer du temps en plus avec un objet précis, un but précis, de travailler ensemble à ça. On a passé, ça s'est étalé sur longtemps parce qu'en fait, on n'a pas arrêté notre travail pour le faire. Ce film, on l'a fait aussi aux heures où on pouvait. Moi, j'ai un métier à côté. Hugo, il avait un autre film à faire. Donc, dans nos temps libres, on se donnait des rendez-vous comme ça et ça a duré longtemps. Et ça a été, à un moment donné, quand on a trouvé le film, quand on a eu le sentiment qu'il y avait un film, en tout cas, ça a été un moment très très fort. Je crois c'est même pas qu'on se l'ait dit, mais on l'a vu ensemble. Il y avait évidemment quelque chose c'est un privilège en fait. Voilà. Donc oui, c'était très important que ce soit avec Hugo. Je peux pas imaginer qu'avec quelqu'un d'autre, aussi bon soit-il et aussi forte soit la relation, ça aurait pu être aussi fort. Et puis il y avait évidemment tout ce que tu dis, je l'ai ressenti aussi. Il y a aussi dans ma perspective d'autres choses que moi je voyais. D'abord Patrick redécouvrir ce qui s'était passé à ce moment-là et pester contre lui-même parce qu'il laisse pas parler, parce qu'il l'interrompt, parce qu'il pose pas la bonne question, pourquoi je pose pas cette question, etc. Donc moi j'avais vraiment, paradoxalement, même si c'est la vie de mon arrière-grand-mère et qu'évidemment c'est des choses qu'on remuait, beaucoup de choses en moi aussi d'un point de vue familial, malgré tout un rôle de monteur. J'avais les mains dedans tout le temps, alors on passait plein de journées ensemble, mais globalement il y avait quand même... J'étais le nez dedans comme un monteur doit l'être, et Patrick avait quand même un petit peu plus de recul et venait, dis-moi si je me trompe, mais au bout d'un moment, une fois par semaine, pour voir où on en était, et c'était nécessaire qu'on ne soit pas tous les deux dans le guidon comme ça et qu'il y en ait un qui ait un peu de recul. Et je me souviens que notamment quand on a trouvé la musique, par exemple, qui était quelque chose d'indispensable, il fallait qu'on trouve quelque chose pour habiller au son ce film. Et c'est pas facile de trouver quelque chose pour habiller ce film. Il fallait qu'on soit très subtil, sobre, et en même temps qu'on puisse retranscrire son émotion à elle et l'émotion qui traverse les moments qu'on montre. Et je me souviens d'avoir envoyé, par exemple, ce moment des bonbons, quand j'ai retrouvé cette archive familiale et que j'ai trouvé la musique qui allait dessus, d'avoir fait des petits exports comme ça de bouts de scène et d'envoyer à Patrick, de lui dire qu'est-ce que t'en penses, et là je le voyais découvrir ce que moi je voyais sous mes yeux, c'est-à-dire qu'en effet il y avait des scènes. Au bout d'un moment il y avait des choses qui devenaient des scènes et plus simplement 3 phrases au milieu de 10 heures de rush. Et voir Patrick découvrir ça alors que ce sont des sujets de famille et des images qu'il a lui-même tournées, c'était assez hyper enrichissant, hyper émouvant, et c'est ça qui a guidé un peu notre travail, je trouve. Et après, c'est peut-être des questions un peu intimes, mais je sais que moi, ça a beaucoup fait écho dans mon propre roman familial sur la transmission ou la non-transmission d'événements, de cours de l'histoire. Moi, je pense à mon père, aux événements de la guerre d'Algérie, où finalement, ça s'est jamais transmis. Il y a eu une espèce de blanc. Et est-ce que entre vous, père et fils, cette expérience-là, elle a un peu modifié la façon dont, je sais pas, vous parlez des événements historiques Alors, c'est drôle parce que avant que commence cette séance, on parlait un peu de ça entre nous, parce que en fait, oui, on a, enfin, en tout cas, de mon côté, de ma famille, mais même des deux côtés de ma famille, le silence a été dehors. Quand même. Et donc j'ai hérité dans mon histoire de ça, c'est-à-dire de porte close, en tout cas par les mots, parce que voilà, c'était indicible, c'était trop compliqué, des secrets, bon. Et il m'a fallu donc attendre longtemps pour pouvoir m'autoriser j'allais dire, à frapper à la porte et à entrer. Voilà. Pour Hugo, c'est plus simple parce que du côté de sa mère, les langues sont plus déliées, donc il a un double héritage. Mais du coup, oui, du côté de notre famille, enfin du côté de sa famille paternelle,
ça a déclenché quelque chose, bien sûr, bien sûr. Parce que du coup, ma mère a découvert le film et ça a été un choc terrible pour elle, au bon sens. Hein, mais par exemple, quand le film est devenu un film qui allait être montré dans un festival et j'espère bientôt en salle, ma mère ne comprenait pas du tout comment ça pouvait intéresser d'autres que nous, que notre famille. Enfin, c'était quelque chose d'impensable. Je pense que c'est toujours le cas. Hein. C'est peut-être toujours le cas. Qui ça peut donc intéresser ce film? Voilà. Donc chaque témoignage comme le vôtre lui donne tort. Mais oui, bien sûr, ça a une incidence. Bien sûr. Le silence des pères, si j'ose dire. Parce que finalement, quand même, c'est une femme qui... Après, pour moi, il y a une autre dimension du film, la dimension familiale, évidemment, la dimension de son histoire. Mais dans son histoire, il y a quelque chose, moi, qui me bouleverse absolument, qui est, il était une époque, pas si lointaine, où la France a représenté un idéal. Oui. Où venir en France, le drapeau français, la Marseillaise, le pays de la Révolution française, le pays des droits de l'homme, ça voulait dire quelque chose. Voilà. Le présent raconte autre chose et j'espère que pour nos enfants, pour ceux qui vont voir le film, l'idée que la France a pu accueillir à un moment donné, vraiment accueillir au vrai sens du terme, des gens qui fuyaient leur pays, des gens qui fuyaient des pogroms en l'occurrence là, mais que cette France-là qui s'est quand même pas mal perdue depuis quelque temps puisse revenir. Et surtout une France dont elle veut tellement faire partie qu'elle reste parce qu'elle croit à la victoire. Et c'est un moment incroyable de l'entendre dire ça, qu'elle ne voulait pas partir. Et c'est vrai que quand on l'entend, on imagine des images de cinéma, quoi, d'une libération qu'elle a attendue et qu'elle ne voulait pas. Elle voulait pas partir pour vivre cette chose-là. Vous avez une question, encore une question ? Oui, au début, je m'interrogeais sur les impressions au moment du montage, mais aussi en 94, quand vous tournez, est-ce que vous connaissiez déjà toute l'histoire? Et sinon, comment on accueille ce témoignage-là? Comment vous réagissez? Est-ce que vous poussez en posant d'autres questions? Est-ce que vous écoutez seulement? Est-ce qu'il y avait un secret qui a été révélé? Alors, il y a un secret qui est à moitié révélé. Si vous vous souvenez, quand elle dit, justement, je ne voulais pas quitter la France, quand ton mari et sa fille partent en Suisse et qu'elle veut rester, elle dit, je voulais voir la défaite de l'Allemagne. Je voulais voir la victoire de la France, je ne suis pas parti. Bon. En fait, c'est vrai, mais c'est pas la seule raison. Il y avait une autre raison, on revient plus tard dans le film, c'est parce qu'elle était donc enceinte et qu'il fallait, elle voulait avorter, bon, et donc et elle pouvait pas le dire. Bon, il y a une histoire autour de ça, c'est-à-dire que et je ne sais pas exactement, mais c'est pas clair. Voilà, il y a quelque chose de pas tout à fait clair dans cette histoire, et c'est là où je suis pas un très bon intervieweur, c'est que c'est une question qui reste sans vraiment réponse aujourd'hui. Je sais pas si c'est là que tu es mauvais intervieweur, c'est plus là où elle a gardé quelque chose aussi. Elle a entretenu un flou, elle a gardé ça, et pour moi ça fait partie du jardin secret que chacun peut avoir. C'est un point sur lequel elle n'allait pas lâcher si facilement comme ça. Il y a une question que je regrette de ne pas avoir posée, vraiment il n'y en a qu'une, mais celle-là je regrette vraiment de ne pas avoir posée, c'est est-ce que tu as revu tes parents? Tes parents sont partis en Israël et je ne sais pas si et personne aujourd'hui, même ma mère ne sait pas, est-ce qu'elle a revu ses parents qui étaient en Israël? Est-ce qu'elle les a revus? Je ne sais pas. Quand sont-ils morts? Voilà. Donc c'est des gens dont vous avez perdu la trace. C'est des gens dont, oui. Alors pour finir cette conversation, juste une dernière petite question à l'un et à l'autre. Qu'est-ce que finalement tu as l'impression que ta grand-mère t'a légué, Patrick ? Je pense avoir hérité un peu de sa joie de vivre, en tout cas d'aimer la vie, ça certainement, et puis je sais pas, de l'importance des racines quand même, que pour grandir il faut avoir des racines et plus ces racines sont fortes, puissantes, plus on les connaît, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Elle m'a appris que je faisais partie voilà, c'est une des branches d'un arbre, voilà.
Après, on grandit où on veut, mais voilà. Et toi, Hugo? Je voudrais juste ajouter les boulettes de viande. On a pris les boulettes. Moi, c'est différent parce que en effet, je l'ai connue. J'étais ado, j'étais enfant, et je me rendais pas compte de qui elle était forcément et de ce qu'elle représentait dans ma famille, et évidemment l'importance qu'elle allait avoir plus tard dans ma vie. Je sais pas ce que j'ai en moi d'elle. Beaucoup de souvenirs déjà, et une impression étonnante comme ça d'apprendre à connaître quelqu'un après sa mort, 10, 15 ans après, et du coup de faire encore évoluer perpétuellement, en tout cas depuis 2 ans, le souvenir que j'ai d'elle. Mais j'ai un souvenir très doux. Voilà. C'est plus un souvenir que quelque chose que je ressens en moi, une partie de mon caractère. Je n'ai pas l'impression de l'avoir connue assez. Elle était à la fin de sa vie, moi j'étais au début de la mienne. Voilà, différent. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup.